Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila a promulgué le lundi 2 mars la loi de programmation déterminant les modalités d'installation de 26 nouvelles provinces en RD Congo. Monsieur Mbelou, pourquoi un pouvoir qui arrive en fin de cycle se précipite-t-il à démembrer le pays? Vous parlez d'un pouvoir, mais moi je vous parlerai des mercenaires. Et mon souhait a toujours été que nous ne puissions pas perdre de vue l'histoire de nos 50 dernières années et un peu plus celle que nous sommes en train de faire depuis la guerre de l'AFDL. Tenez, l'AFDL a été impliqué dans une guerre menée par les anglo-saxons pour pouvoir faire main basse sur les richesses stratégiques du Congo, mais aussi pour pouvoir faire du Congo un État raté, pour contribuer à son implosion et à sa balkanisation, de façon à en faire un ensemble de petits États pouvant être manipulables, corveillables à souhait. C'est que d'aucuns ne cessent d'appeler la stratégie du chaos. Hein, il y a Michel Collomb qui en parle, il y a le livre de Patrick Mbeko et Honoré Ngwanda qui en parle. Si nous perdons régulièrement de vue que l'objectif majeur de la guerre menée contre le Congo-Kinshasa, c'est de faire main basse sur ces matières premières stratégiques, 2, d'arriver à le démembrer, à le balkaniser pour contrer toute idée d'émancipation politique, toute volonté de souveraineté, nous n'aurons pas compris grand-chose à notre histoire, et puis nous ne comprendrons pas ce que ces mercenaires qui ont travaillé avec au cœur de l'AFDL sont en train de faire présentement au Congo-Kinshasa. Pour me résumer, je vous dirais que le démembrement actuel du pays participe du grand projet de son implosion et de sa balkanisation. Mais que les dignes fils et filles du pays ne puissent pas s'alarmer outre mesure. Demain, si ce pays-là passe entre leurs mains, ils pourront faire une croix sur ces démembrements et revenir aux grands espaces que nous avons maintenant, consolider l'unité, tout en essayant de déployer un effort conséquent de décentralisation, de façon que les gouvernés puissent être proches des gouvernants. L'installation de nouvelles provinces devra se faire en 2 phases. Hein, c'est du moins ce que Radio Okapi rapporte par rapport à cela. Au cours de la première phase, les provinces non concernées par les démembrements seront installées. Et la deuxième phase concerne les provinces qui seront démembrées. Il s'agit du Katanga, les 2 Kasaï, le Bandundu, l'Équateur et la province orientale. Monsieur Mbelou, est-ce que cela ne va simplement pas créer des espaces de non-droit où vont régner des roitelets? C'est fait aussi pour cela. Créer des espaces de non-droit qui pourront s'affronter, se neutraliser et compromettre l'unité du pays qui a fait sa fierté et sa force pendant plusieurs années. Et ayons toujours présent à l'esprit le fait que ceux qui ont orchestré la guerre contre le Congo sont habitués à lutter, à se battre sur plusieurs années. À la différence de plusieurs Congolais et Congolaises, eux ne travaillent pas sur l'espace de 2 ou 3 élections. Non. Ils travaillent sur le court, moyen et long terme. Là,
plusieurs compatriotes n'ont pas encore compris qu'ils seraient imitables sur ce point-là. Hein. L'horizon pour plusieurs compatriotes congolais, ce sont les élections de 2006, de 2011, de 2016. Or, ceux qui ont envie de faire de ce Congo-là leur arrière-cour, ceux qui l'ont créé d'abord en 1885 comme un marché libre où tous les prédateurs pouvaient venir acquérir des terres, n'y ont jamais renoncé. Donc c'est le même projet, le projet entretenu depuis 1885. Conserver cet espace-là dans son état d'espace de marché libre où ceux qui se sont réunis à Berlin en 1885 ont convenu de pouvoir s'accaparer des espaces de cet espace-là. Donc, ne jamais perdre de vue la conscience de notre histoire avec le monde extérieur, les impérialistes et les néocolonialistes, ne jamais perdre de vue le fait qu'ils sont habitués en tant qu'acteurs majeurs de lutter sur le temps long. Ah, vous comprenez que j'ai écrit un petit papier intitulé dernièrement la politique est une affaire du long temps. Hein? Si on ne s'habitue pas à maîtriser le mode opératoire de ces impérialistes et de ces colonialistes, on ne comprendra pas qu'ils sont en train d'embrigader pour le moment leurs mercenaires impliqués dans la guerre de l'AFDL pour procéder à l'implosion et à la balkanisation du pays. Mais, M. Mbello, sur une question aussi importante que celle du démembrement du pays, pourquoi il n'y a pas eu un large débat sur la question? Tout cela semble se passer de manière assez confidentielle. Hein. Si on compare par rapport, par exemple, à la loi qui devait être votée sur la nouvelle loi électorale, pour ce cas précis, les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais pourtant, ça semble très important. Les gens n'en parlent pas du tout. C'est-à-dire que vous touchez du doigt l'une des questions essentielles face à laquelle le Congo est confronté actuellement, c'est la vacuité de la pensée politique. Il n'y a pas de pensée politique, il n'y a rien. Il n'y a même pas de parti politique. Il y a des petits regroupements autour de quelques individualités qui essaient de faire leur baratin à l'endroit du peuple pour pouvoir demain servir de nègre de service aux impérialistes et aux néocolonialistes. La vacuité de la pensée politique fait que ce fait aussi important donne l'air de passer inaperçu. C'est pour vous dire que les forces soi-disant de l'opposition comme celle de la majorité présidentielle font partie de ce qu'on appelle le statu quo. Elles veulent que les choses restent dans leur état, que le Congo demeure à jamais un marché libre où les soi-disant grandes puissances peuvent se servir, pourvu que ces forces de l'opposition et de la majorité puissent travailler à la promotion de leurs membres comme nègres de service du nouvel ordre mondial. Donc là, vous touchez du doigt la vacuité de la pensée politique au Congo. Voilà pourquoi nous en appelons de tous nos voeux aux jeunes qui sont en train de monter, de s'organiser politiquement pour qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à pouvoir recréer la pensée politique en relisant les gens comme les Lumumba, les Kasavubu, les Malula, les Kimbangu, les Kimpavita, qu'il y ait une relecture, un dialogue permanent avec les fondateurs, les pères fondateurs et les mères fondateurs de l'indépendance du Congo,
pour recréer la pensée politique dont le pays est en train de souffrir terriblement pour le moment. En tout cas, les Congolais semblent partagés sur l'institution de ces nouvelles provinces. Au Katanga, par exemple, certains députés estiment qu'il vaut mieux renforcer la décentralisation au lieu de démembrer les provinces du pays. Ils estiment que si la décentralisation n'a pas encore été effective, le découpage restera un mot vain. Monsieur Mbelou, est-ce que cela n'est pas une énième manœuvre du régime des Kabila qui entend se maintenir au pouvoir à tout prix? Moi, je vous poserai une autre question. Sur quelle pensée politique ces députés partent-ils pour pouvoir émettre leur point de vue? Il n'y a aucune allusion à l'histoire dans leur appréciation du démembrement actuel du pays. Il n'y a aucune allusion aux forces impérialistes et néocolonialistes qui occupent le pays aujourd'hui. Ces députés-là font comme si le Congo, Kinshasa, était un pays normal, un État normal. Or, ils se retrouvent dans l'état d'un État raté, c'est-à-dire un État impuissanté économiquement et militairement, est devenu incapable de pouvoir répondre aux attentes légitimes de ces populations. Comment voulez-vous qu'un pays se retrouvant dans cet état-là puisse procéder à des réformes qui iraient dans le sens de promouvoir le vivre ensemble et le bien commun? Non. Ces messieurs-là, dans leur fonction de mercenaires, poursuivent le rôle qui leur a été conféré par la guerre de basse intensité de prédation menée par les anglo-saxons au Congo-Kinshasa. Ils tendent à démembrer et balkaniser le Congo. Mais monsieur Mbelou, la constitution de 2006 prévoyait déjà ces découpages et la création des nouvelles provinces. Bon, on est là en 2015 pratiquement, à 2 ans du nouveau cycle électoral. D'où vient cette soudaine envie de dépasser les pays? Ne faudrait-il pas travailler davantage à consolider la démocratie qui balbutie encore? Vous faites allusion à ce que vous appelez la constitution de 2006. Nous, avec certains amis, nous appelons cette fameuse constitution-là une feuille de chou qui a servi à l'occupation, à la mise sous tutelle du Congo. Et cette feuille de chou a contribué à avaliser un processus politique vicié et vicieux. Or, vous comprenez qu'avec certains amis, nous puissions prôner la rupture avec ce processus politique vicieux et vicié lié à la guerre de prédation de basse intensité qui a sévi au Congo et qui sévit encore depuis les années 96-97, nous entrevoyons une rupture qui nous permette de renouer avec les luttes qui ont précédé cette guerre de basse intensité de prédation, une rupture qui nous permette de renouer le dialogue avec les pères et les mères de notre indépendance nationale formelle. Nous avons envie de pouvoir travailler à la fermeture de la parenthèse ouverte par le conglomérat d'aventuriers qui a travaillé comme proxy pour le démembrement et la balkanisation du Congo. Mais M. Mbelou, ce qui pose problème, c'est clairement l'absence d'une feuille de route qui indiquerait par exemple les étapes à suivre pour arriver à créer des espaces viables administrativement. Parce que voir l'état dans lequel fonctionnent les provinces qu'on a actuellement, qui sont totalement délaissées, je parle du Bandundu, les Kasaï par exemple, à quoi servirait-il d'en créer d'autres, puisque celles qui existent actuellement ne sont pas encore viables? Le problème, ce n'est pas
celui d'avoir une feuille de route. Le problème, c'est de faire du Congo un vaste marché autorégulé. Le problème, c'est de tricoter ce qui nous reste encore, ou ce qui pouvait être entrevu comme État, pour faire du Congo-Kinshasa un espace vague, un marché libre, tel qu'il a été conçu en 1885, où tout le monde peut venir se servir et puiser. Donc, si nous ne comprenons pas cela, nous ne saisirons pas le bien fondé du processus actuel. Vous n'allez pas demander aux mercenaires, aux escadrons de la mort, aux criminels contre l'humanité, aux criminels de guerre, de pouvoir reconstituer un État là où ils ont travaillé à détruire toute trace d'État et à déconstruire tout effort de vivre ensemble. Donc il y a comme nous ne cessons de le dire, une question d'un imaginaire alternatif à recréer. Nous continuons pour la plupart à penser comme si le Congo était un pays normal. Non, non, non. Le Congo n'est pas un pays normal. C'était un État raté, et je pourrais même dire, avec Noam Chomsky, que c'est un État manqué, c'est-à-dire un État incapable de protéger sa propre population contre la violence, et même capable de violenter sa propre population en violant les règles qu'il édicte lui-même, mais aussi en ne tenant pas compte tout simplement du droit humanitaire international. Donc, nous sommes là en plein dans un processus de détricotage de la souveraineté du Congo, un processus très avancé qui conduirait à créer au cœur de l'Afrique un espace vague, hein, un marché libre, autorégulé sans plus. Donc ce qui répond aux visées de ceux qui sont en train d'installer Africom à Kinshasa. Hein, je vous rappelle que Africom est en train d'être installé à Kinshasa pour pouvoir contribuer à ce travail de contrôle des matières premières stratégiques et des ressources du sol et du sous-sol congolais, et contribuer au processus de la conversion de cet espace-là en un marché autorégulé, sans plus. Très bien, autre chose, l'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la sous-région des Grands Lacs sous l'égide de l'ONU vient de totaliser 2 ans. Monsieur Mbelou, quel bilan peut-on en tirer avec un peu de recul? Poser cette question-là, c'est oublier que l'ONU fait partie non pas de la solution des questions congolaises, mais des problèmes, et que l'ONU, avec ses slogans, travaille main dans la main avec ceux qui ont comme mission de pouvoir balkaniser ce pays-là. Depuis les années 60, les plus éveillés d'entre nous ne cessent de nous dire que pour les pays comme les nôtres, quand l'ONU arrive, c'est pour pouvoir parachever le travail entrepris par les belligérants, mais surtout, ces mises sous tutelle contribuent à casser toute volonté d'indépendance politique et à installer le banditisme et la misère. Hein, je vous prie qu'on ne puisse pas gaspiller notre temps à réfléchir sur ce que l'ONU peut faire pour le Congo. Si l'ONU pouvait faire quelque chose pour le Congo, elle aurait tenu compte de ces multiples rapports qui ont mis en cause plusieurs nègres de service utilisés dans cette guerre. Mais depuis le grand rapport mapping de 2006, on pourrait même retourner jusqu'au rapport de Gersony 1990.
il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, nous ne pouvons pas compter sur l'ONU pour trouver des solutions idoines aux questions qui se posent actuellement au Congo. En tout cas, le deuxième anniversaire de cet accord a été placé sous le thème de la consolidation de la paix et la stabilité pour le développement de la région des Grands Lacs. Et le coordonnateur national de ce mécanisme de suivi, M. François Mamba, a indiqué que le gouvernement congolais a réalisé la majeure partie de ses engagements et manifeste la bonne volonté pour exercer ses obligations qui restent. Est-ce que peut-on penser cela lorsqu'on sait qu'il est occupé, par exemple, à se débarrasser des FDLR en refusant l'aide de la MONUSCO? Attention, Monsieur Mwamba parle de l'État congolais, là où il y a un État raté, un État manqué. Donc c'est un abus de langage. C'est une inversion sémantique. Et puis, que le groupe de ces criminels-là, mercenaires, soit à la poursuite des FDLR, cela atteste qu'ils n'ont aucun sens de l'histoire. Je n'ai cessé de vous rappeler que déjà en 2008, au tribunal pénal international pour le Rwanda, ont montré que les FDLR n'avaient pas participé de la planification du génocide au Congo. Et le film de BBC, Rwanda's Untold Story, comme la lettre, le texte que je ne cesse d'évoquer, le texte de Christopher Black, ont montré qui étaient les initiateurs de cette guerre et où est-ce qu'ils voulaient en venir. Alors, se limiter aux sous-fifres qu'on appelle FDLR ne constitue que une distraction de trop, comme on a d'autres distractions qu'on appelle élections démocratiques transparentes et consorts. Donc, nous devrions pouvoir faire des analyses froides de tous ces phénomènes-là et arrêter de nous laisser distraire par ces épiphénomènes. Très bien. Cette semaine, vous êtes revenu sur les tournées qu'effectuent plusieurs opposants politiques congolais en Occident, dans un texte intitulé Au nom de l'unité, c'est bien cela. Et vous dites aux compatriotes qui parcourent les capitales occidentales présentement pour 1001 raisons, nous disons, messieurs, mesdames, sur quelles idées mobilisatrices voulez-vous que le Congo-Kinshasa soit gouverné demain, sur la prière, sur l'unité, et comment comptez-vous vous y prendre? Cette bataille des idées, vous dites, à notre avis, devrait se mener dans la sérénité et sans tabou. Elle ne doit pas être une question identitaire. Oui. Les opposants ne sont-ils pas là dans leur rôle naturel de chercher des contacts et de préparer l'alternance? Ils peuvent aller où ils veulent. Mais ce qui nous indigne, nous, c'est le fait de remarquer que ces fameux opposants n'acceptent pas de pouvoir mettre leurs idées sur la place publique pour qu'on en débatte. Une fois qu'on essaye d'aller en profondeur de ce qu'ils évoquent, certains d'entre nous y voient des signes de déstabilisation, y voient des signes de lutte contre l'unité du pays. Je prends un exemple. L'un de ces opposants qui sont en train de courir le monde dit entre autres ceci. Il dit dans la salle où il donne sa conférence, il dit, vous vous souvenez que nous avons été à aux États-Unis sur l'invitation d'une aide. Il continue son blabla après. Mais personne dans la salle n'ose lui dire, mais le NED c'est quoi? Personne. Il continue. À cette époque-là où ils avaient été tous aux États-Unis sur l'invitation du NED, on a vu le président de la CENI, lui aussi, se rendre là-bas et donner une conférence. Une conférence qu'il a donnée
au siège de cet institut-là, qui fait partie des instituts, des agences de sédition made in USA. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui des compatriotes congolais qui travaillent avec des agences qui fomentent des coups d'État. Et on vous dit, ne parlez pas de ça, vous allez porter atteinte à l'unité. Ça, c'est d'un. De deux, ils vous disent qu'ils sont allés à la prière. Mais quand vous analysez, vous prenez certains documents parlant du rôle de l'Église dans ce pays-là, vous vous rendez compte, et j'évoque dans l'article dont vous parlez, j'évoque le texte, le livre de Suzanne Georges, La pensée enchaînée, comment les droites laïques et religieuses se sont emparées de l'Amérique. Vous vous rendez compte que les églises sont instrumentalisées par les néoconservateurs et certaines grandes fondations américaines pour pouvoir promouvoir la passivité et la crédulité. C'est ainsi que presque tous ces messieurs-là, quand ils veulent parler de la politique, ils commencent par vous dire « c'est une mission que j'ai eue de Jésus », alors que la politique n'est pas une mission que l'on reçoit de Dieu. La politique, c'est une mission que l'on reçoit du peuple. Quand on évoque Dieu, c'est une façon de ne pas soumettre sa pensée au débat et de ne pas chercher à avoir le mandat du peuple. Ils vont vous dire que ce sont des démocrates et d'une autre part, ils vous disent qu'ils ont reçu les mandats de Jésus, si Dieu le veut, si Jésus le veut, et ils n'évoquent presque pas le peuple. Voilà pourquoi nous disons, messieurs, vous voulez diriger le Congo demain, mais mettez les idées sur lesquelles vous voulez que ce pays puisse être dirigé sur la table, que nous en débattions maintenant. Parce que comme je vous dis là, il y a une sérieuse vacuité de la pensée politique au Congo. L'un d'eux va dire, oh, moi, je voudrais, mon projet de société, c'est le social-libéralisme. Mais quand il égrène ce projet de société, vous vous rendez compte qu'il reconduit tout simplement le néolibéralisme qui promeut la concurrence et la compétitivité, qui sont tout sauf des contributrices à l'unité des peuples. Comment voulez-vous qu'un monsieur ou des messieurs qui courent le monde en train de dire qu'ils voudraient que les Congolais puissent se mettre ensemble, et comme pensée politique, des idéologies qui promeuvent l'atomisation des populations. Mais vous ne pouvez pas toucher à ça. Vous dites ça derrière vos ordinateurs, mais la pensée se conçoit en utilisant les moyens de communication qui sont mis à sa disposition. Aujourd'hui, personne ne peut, en conscience, faire comme si les nouvelles technologies de l'information, de la communication n'existaient pas. Donc, vous voyez, c'est là la difficulté qu'on a avec les amis. Certains d'entre eux sont des véritables amis. On débat avec eux et sérieusement. Mais le souhait, c'est qu'il n'y ait pas de sujet tabou quand il s'agit de remettre le Congo sur les rails. Parce que la guerre que les Congolais et les Congolaises doivent d'abord gagner, c'est la guerre de la pensée. C'est la bataille de la pensée. Parce que nous sommes convaincus au jour d'aujourd'hui que l'outil le plus puissant entre les mains de l'oppresseur, c'est la pensée de l'opprimé. Comme dirait Steve Biko, ou comme dit Simon Bolivar, il domine plus par l'ignorance que par la force. Donc, ce sont les idées qui font le monde. Quand vous prenez le livre que je venais d'évoquer là, La pensée enchaînée, vous vous rendez compte des milliards et des milliards d'argent, de dollars, qui sont dépensés pour fabriquer les idées. Les conservateurs, comme les Brzezinski, comme le Paul Volvovic, comme les Francis Fukuyama, sont payés et les universités dans lesquelles ils enseignent, ils sont financés par des fondations pour créer la pensée. Nous ne devrions pas nous contenter de 2-3 lignes de l'état de droit, de ceci, de cela, pour dire qu'il y a une pensée qui s'est créée au Congo.
Hein, donc vous comprenez que nous puissions lancer un appel pathétique aux jeunes générations. Nous leur disons, il y a un vide de la pensée politique. Mettez-vous debout, luttez, rentrez en dialogue permanent avec les pères et les mères de l'indépendance pour refaire la pensée politique. Ne mettez jamais notre histoire entre parenthèses quand vous devez lutter pour la pensée politique congolaise de demain. Ne prenez pas vos bourreaux comme vos maîtres à penser, vous tombez dans le larbinisme. Hein. Luttez de toutes vos forces contre le syndrome du larbin. Luttez contre le statu quo. Ne devenez pas les nègres des services. Luttez pour l'émancipation de la pensée politique. Luttez pour la souveraineté de votre pays. Donc ce sont ces appels-là que nous sommes en train de lancer aux jeunes générations parce qu'à notre connaissance, le Congo n'est pas le 51e ou le 52e ou le 53e État des États-Unis. Pourquoi ces compatriotes qui ont vu notre population aller dans la rue le 19, le 20 et le 21 janvier ne sont pas d'abord allés vers ces compatriotes pour les écouter et approfondir leurs appels avant d'aller chez leurs amis? On ne leur interdit pas d'avoir des partenaires extérieurs. Mais le souverain primaire, c'est d'abord le peuple. Eux font le contraire. Ils vont d'abord chercher à avoir l'aval de partenaires traditionnels, comme ils disent, et après solliciter le suffrage populaire. Ça me semble être une démarche biaisée et apolitique. C'est un point de vue qui n'est pas une parole d'évangile, débattable. Donc, nous sommes invités à pouvoir les écouter et à mettre leurs idées sur la table. Quand quelqu'un vous dit ah, je suis allé leur proposer le docteur Mukwege. Mais c'est quoi ça comme est-ce que ce sont eux les électeurs congolais? Comment est-ce qu'on peut aller proposer un acteur politique aux Américains qui ne votent pas? Mais ces choses simples, on nous interdit de pouvoir les évoquer. Quand on les évoque, on est qualifié de tous les noms d'oiseaux. Mais nous, on n'a pas peur d'être qualifiés de tous les noms d'oiseaux. Ce que nous voulons, c'est que demain, nous puissions laisser aux jeunes générations la tradition du débat politique. Hein, qu'on n'aille pas chercher à enfreindre cet élan du débat politique pour recréer la pensée politique congolaise. Très bien, pour finir, le 25 mars prochain sera présenté un film sur le docteur Mukwege, dont les auteurs sont Thierry Michel et Colette Brackman. Le film est intitulé L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate. Monsieur Mbelou, j'ai vu l'affiche, je l'ai reçue, et ce qui me frappe, c'est de voir que, une fois de plus, ce sont les étrangers qui vont raconter l'histoire qui concerne un Congolais. Et bon, j'ai dit malheureusement, cela sera présenté sous le regard de ces étrangers qui sont appelés spécialistes du Congo. Est-ce que cela ne pose pas fondamentalement un problème chez nous? Est-ce que n'aurait-il pas été intéressant qu'un Congolais fasse ce travail? Regardez, Thierry Michel travaille sur le Congo depuis plusieurs années. Il a plusieurs documentaires sur le Congo à son actif. Le problème ne me semble pas être celui d'avoir affaire aux étrangers ou pas. Le problème me semble être celui-ci. Pourquoi est-ce que les Congolais ne font-ils pas cela? Ont-ils accès à la documentation, à la même documentation que Thierry Michel par exemple? Ont-ils suffisamment de facilité qui pourrait leur permettre de faire un documentaire comme Thierry Michel le fait? Est-ce que ce n'est pas un plus que d'avoir sur le marché du film des films d'obédience différentes? Il y a un compatriote qui est en train de monter
un documentaire sur Joseph Kabila. J'en ai déjà vu, je l'ai vu à travers ces deux premières épisodes, ces deux premières parties. Il y a des compatriotes qui ont fait le conflit au Congo, la vérité dévoilée. Donc là, nous sommes face à une diversité, d'intellectuels, des gens de la culture qui vont vers le matériel qui leur est proposé ou dont ils s'emparent sur l'espace mondial. Donc, une fois que le docteur Mukwege est impliqué dans ce qu'il fait là et que la communauté dite internationale essaie d'avoir un œil sur ce qu'il fait, Mukwege n'est plus simplement un Congolais. Il a une certaine aura internationale qui permet à un monsieur comme Thierry Michel de pouvoir tourner un film sur lui. Quitte au Congolais de pouvoir aussi faire la même chose. Thierry Michel ne va pas interdire aux Congolais de pouvoir tourner un documentaire sur le docteur Mukwege. Non, il y a là... mais monsieur Bello, ne va-t-on pas une fois de plus invoquer ces fameux problèmes qui nous guettent toujours des moyens, les moyens que nous n'avons pas. Et quand bien même un Congolais se lancerait dans un tel projet, je pense que sa première démarche sera de solliciter un financement en France ou en Belgique. Hein, c'est ce qui se passe généralement dans ce genre de situation. Oui, mais là, mais les compatriotes qui ont fait le conflit au Congo, la vérité dévoilée, je ne sais pas s'ils ont sollicité l'aide de la France ou de la Belgique. Et celui qui est en train de faire maintenant son documentaire sur Kabila, je ne sais pas s'il a fait ça. Mais il y a un problème, de moyens que les États normaux, ou plus ou moins normaux, mettent à la disposition de leurs citoyens pour animer la culture, pour enrichir la culture. Donc, ce que vous vous posez comme problème dit en quelque sorte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à déployer, à conjuguer, pour que le Congo-Kinshasa devienne un État, une république, pouvant mettre à la disposition de ses fils et filles les possibilités qui leur permettent d'enrichir leur culture en écrivant des livres, en publiant des articles, en montant des documentaires. Mais ce que les autres font, hein, même s'ils ne sont pas congolais, fait partie de la richesse de la culture mondiale. Quitte aux Congolais à pouvoir s'emparer de ce qu'ils font là pour le relire, corriger, voir là où ils peuvent ajouter l'un ou l'autre élément qui pourrait manquer. Mais je vais peut-être terminer en allant à une question de fond. La question de fond, je ne sais pas si Thierry Michel la soulèvera avec son documentaire. La question de fond me semble être, entre autres, celle-ci. Pourquoi fait-on des médecins qui réparent les femmes détruites par une guerre qui cherche à s'emparer de l'espace du Congo, pourquoi en fait-on tout d'un coup un extraterrestre sans pouvoir chercher à aller en profondeur dans la quête de la justice pour ceux qui contribuent à la destruction des femmes? C'est ça le problème qui me semble fondamental. Mukwege n'aurait pas eu son aura s'il n'y avait pas eu cette guerre orchestrée par les anglo-saxons pour détruire l'homme et la femme congolais. Parce que cette guerre, c'est une guerre raciste. Cette guerre est un témoignage que le Congolais et la Congolaise ne sont pas reconnus par ceux qui l'ont orchestrée comme des êtres humains. Je vous informe que l'un de ceux qui ont orchestré cette guerre a bénéficié, quand il était à l'université, de la bourse de Cécile Rhodes. Cécile Rhodes
qui considérait les Noirs comme étant des êtres qui font la honte de la race humaine et qui n'avaient pas, lui, honte de promouvoir la domination de la race britannique sur les autres. Et pour Cecil Rhodes, cette domination devait se faire sans problème de conscience. Donc, les jeunes anglo-saxons impliqués dans cette guerre, qui sont maintenant des papas, des vieux, ont pu bénéficier d'une idéologie. Voilà. Quelle est l'idéologie qui est derrière la destruction des femmes et des hommes congolais? C'est l'idéologie de la négation de l'humanité à cet espace que les initiateurs de la guerre voudraient transformer en un marché libre, dépeuplé. Voilà des questions, si je suis dans la salle, des questions qu'on pourrait soulever et chercher à organiser le débat là-dessus pour en savoir plus. Pourquoi est-ce qu'on se limite à Mukwege et qu'on ne va pas jusqu'à ceux qui ont orchestré cette guerre au nom du racisme, au nom de la négation de l'humanité à l'homme et à la femme congolais. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.